Salut à tous, je suis Romain Pirotte, expert et formateur SEO. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de notre format SEO Talk pour échanger autour du SEO On-Site. Je tiens naturellement à remercier tous les participants de nous avoir accordé leur confiance et leur temps pour ce format. Vous pouvez les retrouver en description de chaque vidéo si vous souhaitez davantage de contenu ou les suivre directement sur leur réseau. Si le format vous plaît, pensez à liker et nous dire en commentaire quel sujet vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. La version longue des interviews du SEO Talk est également disponible juste en dessous en lien dans la description. Franchement, beaucoup de choses. Alors, comme je dois répondre à la chose la plus importante, je dirais qu'il faut avoir une base bien solide de pages piliers au contenu evergreen, comme on dit, tout le temps bien réactualisé. Et ces pages doivent avoir absolument un bon maillage interne au top. Sans ça, sans cette base solide, le SEO du site, il marchera jamais. Même si à côté, on a des mauvaises pages, on est à peu près pardonné si on a ces bonnes pages piliers. Donc, pour moi, voilà la chose la plus importante à faire. Alors, le plus important, c'est déjà d'avoir un contenu de qualité. De qualité, ça veut dire quoi? C'est pas du DeepL, c'est pas du contenu dupliqué, c'est du contenu qu'on a écrit avec ses petites mains et son cerveau. Et c'est surtout le plus gros truc, c'est le maillage interne. Il faut que votre maillage il soit fait aux petits oignons, il soit sélectionné à la main et que ce ne soit pas les plugins WordPress qui le fassent pour vous et qui décident de comment gérer son maillage interne quand Google y passe. C'est vous qui décidez avec les bonnes encres. Et si on fait ça, ça se passe bien de ça. Vitesse du site, page speed, un fond, page speed forever. C'est travailler ses contenus au sens large. Travailler les titles de la page, la title de la page, travailler la description, travailler le texte, travailler le maillage qui sort de cette page-là. Voilà. En un, je mettrais travailler sur les contenus au sens large. Le contenu. C'est là-dessus que tout est basé. En fait. Vraiment, quand je dis contenu, vraiment optimisé, il faut comprendre comment marchent les corpus, il faut comprendre tout ça. En fait. L'indexabilité, si tu es en no-index, ça pose un problème. Et la structure. Après, évidemment, avant tout, si indexabilité il y a, la title et le contenu texte. Mais au-delà de ça, le on-site, et non pas le on-page, on parle bien du on-site, il faut absolument que la structure du site soit OK, soit bonne. Quand je parle de structure du site, en fait, c'est le chemin de navigation vers une ressource. Donc, si tu as, par exemple, un méga menu avec... tu vends des produits de montagne et tu vends des skis de fond et des skis alpins, puis dans ton méga menu, tu as fond et alpin. Mais en fait, fond et alpin, c'est directement accessible depuis ta page d'accueil. Si tu forces Google à passer par ski avant de découvrir fond et alpin, tu as contextualisé fond parce que tu es dans l'univers ski et donc tu as enrichi finalement la valeur sémantique de ta ressource par le biais du chemin de navigation qui a permis d'y mener. Pour moi, le plus important pour le SEO On-Site, c'est la vitesse du site, le fait qu'il soit facile à crawler, c'est-à-dire qu'un robot va pouvoir le parcourir facilement, et le fait qu'il y ait un title unique à chaque page. Le maillage. Déjà, aujourd'hui, le maillage est devenu, alors ça a toujours été un petit peu, mais le maillage aujourd'hui est devenu une partie hyper importante parce que il faut qu'on facilite, en fait, il faut qu'on oriente le moteur de recherche. Donc, le maillage nous permet de pousser, en fait, un petit peu les pages internes qu'on a envie. Le maillage nous permet de travailler un petit peu sémantiquement quand on veut faire un glissement sémantique et de faire en sorte, en fait, de donner en même temps un contexte quand on va linker en fait une page B sur un site web. Après, dans la partie SEO on-site, qu'est-ce qui est important? Le contenu, malgré tout, parce qu'aujourd'hui, on est plus sur un moteur de réponse qu'à l'époque où on avait un moteur de résultat. Maintenant, on est plus sur
moteur de réponse. Donc, il faut, et ça revient aujourd'hui, c'est dans toutes les discussions, l'intention de recherche est fondamentale. Donc, il faut être capable de répondre en fait à la question que se pose l'internaute. Et auparavant, c'est vrai qu'on avait tendance à faire des contenus qui étaient simplement pour ranker. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ces contenus-là sont moins mis en avant. Par contre, ce qu'il faut, c'est de se dire, identifier le besoin en amont, apporter une réponse en aval. Définir parfaitement une URL, un mot-clé. Je vais faire mon Laurent Borelli, mais qu'est-ce qui est en relation avec quoi et pourquoi? Pour moi, la première base que je fais sur n'importe quel site quand je fais du on-site, je fais un crawl. Alors, moi, perso, je ne travaille pas sur des gros sites. C'est-à-dire qu'au-dessus de 1000 pages, ça devient trop complexe par rapport à ma méthodologie de travail. Donc, je suis plutôt sur des petits sites. Mais clairement, le premier truc que je fais, c'est de crawler, nettoyer tout et vraiment redéfinir chaque page à sa place. Vérifier quelle page est en concurrence avec une autre sur un même mot-clé. Donc, la cannibalisation. Et pour moi, le plus important, c'est ça, c'est vraiment de remettre chacun à sa place. Et évidemment, ce qui va avec, c'est le maillage interne. Et ça, c'est un travail de dingue, mais pour moi, c'est la base. Passer beaucoup de temps sur la recherche de mots-clés et la structure pour vraiment avoir une stratégie dès le début, savoir où on va. Et ensuite, bien évidemment, le maillage interne. Optimisation des encres en maillage interne, pour moi, c'est ultra puissant. Et donc, voilà, créer un espèce de cocon avec des articles autour de ton article, de ton money article, donc l'article avec lequel tu vas faire de l'argent, créer des contenus autour et faire un très bon maillage interne avec des encres optimisées. Ok. Frog. Évidemment, si le site est déjà en place, SEMrush pour vérifier quelle page se positionne où. Alors, tu peux comparer ça surtout avec Rank Explorer qui a un peu plus de data. Mais moi, je suis un habitué de SEMrush, donc j'utilise SEMrush. Mais après, chacun a ses habitudes. Ce qu'il faut, c'est vraiment un outil qui va te dire quelle page se positionne où, quelle page est en cannibalisation avec qui. Une fois que tu as défini tous tes mots-clés par page, souvent tu vas avoir beaucoup de mots-clés. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les outils qui te permettent de vérifier beaucoup de mots-clés, ils sont très très chers ou il n'y en a pas beaucoup. Dans les moins chers, tu auras bien sûr MonitorRank. Moi, j'utilise pas MonitorRank parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de mots-clés avec le local. Du coup, j'utilise SERProbo. Ouais, je ne sais plus si ça n'a pas changé de nom. Ouais, SERProbo, c'est des bots par pack de 500 mots et à 5 € par bot. Enfin, rapport qui a été pris, tu n'as pas mieux. Et c'est surtout que tu as un historique de chaque mot-clé, quelle URL est venue se placer à chaque scan, chaque jour. Et c'est là que tu vois si ça change d'URL en fait. J'ai utilisé Screaming Frog. Je le fais plus souvent parce que pour moi, c'est pour des gros sites et pas des petits sites de niche. Et je fais beaucoup d'éditions de sites avec des sites de niche. Pour moi, c'est le plugin Chrome de Glenn Haslop qui s'appelle Detailed et en fait qui permet de jeter un coup d'œil sur la page sur laquelle tu es, sur le site sur lequel tu es, d'avoir toutes les métriques d'un coup. Et pour moi, c'est vraiment pour faire un audit rapide de chaque site. C'est plutôt très intéressant. Donc moi, j'utilise la Google Search Console parce qu'il y a toutes les informations basiques dedans. J'aime bien aussi Google PageSpeed. Et j'utilise également Xenu. Alors Xenu, c'est l'équivalent de Screaming Frog, mais c'est en gratuit. Et Xenu qui permet de crawler un site et donc de voir comment réagit un robot sur ton site. Moi, j'utilise. Alors, un audit, c'est assez large. Parce qu'un audit, en fait, un audit de site, quand tu audites en fait un site, tu vas auditer plein de choses. Tu vas auditer la partie technique de ton site, tu vas auditer la partie éditoriale de ton site, et tu vas auditer en fait la partie plutôt netlinking, backlink de ton site. Donc, en fait, là, on a déjà plein d'outils différents. Un crawler basique, déjà, alors ça ne fait pas le job d'un audit, mais ça peut te permettre rapidement en fait, de comprendre déjà des dysfonctionnements sur ton site web. Par exemple, une page qui est en no-index et que tu n'as pas fait attention, un Screaming Frog, typiquement, en faisant passer un crawl, lui, il va te parcourir en fait tout ton site. Et en un coup d'œil, quand tu as un petit peu de retour d'expérience, quand tu as un peu d'expérience, en un coup d'œil, tout de suite, tu comprends éventuellement là où ça peut bloquer, les points de blocage. Donc, pour faire un crawl, si tu veux faire un audit très simple,
un Screaming Frog fait très bien le job. Quand tu veux commencer à regarder un petit peu plus en détail, moi, ce que j'aime bien faire quand je fais un audit de site, c'est de dissocier en fait la partie exploration et la partie indexation. C'est-à-dire qu'en fait, de se dire aujourd'hui, OK, qu'est-ce que voit Google ? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'a vraiment pris en compte Google ? Donc, on a des outils qui facilitent de la même manière pour connaître en fait l'exploration, indexation. Alors, on a la Search Console, mais avec les infos, moi, je suis pas très friand en fait de la Search Console sur certaines parties de la Search Console. J'apprécie la partie keyword, mais par exemple, la partie indexation, ce qui me remonte, j'aime pas trop. Donc, moi, typiquement, je passe par un service de Stéphane Madoleno, Isindexid, où je balance en fait, je fais un export en fait de toutes mes pages de mon site web. Je prends par exemple le sitemap XML, j'exporte toutes mes pages, je les injecte dedans et ça me dit tiens, il y a 80% de tes pages qui sont indexées, j'isole les 20%, je les joue un peu pour voir et pour essayer de comprendre pourquoi elles ne le sont pas alors qu'elles devraient l'être. Et voilà. Et donc tu parlais d'un outil pour faire une brique d'un audit. Par exemple, Screaming Frog pour la partie crawler, Isindexid pour la partie indexation. Donc voilà, bon, après les outils, il y en a plein. Moi, je suis plutôt à l'aise avec celui-là. Après, pour faire un vrai audit, généralement, alors après, il y a d'autres parties, hein, un Screaming Log pour l'analyse de log, un Botify, je vais en donner un troisième avec OnCrawl, peuvent te permettre aussi de mieux comprendre comment perçoit en fait le moteur de recherche ton site web. Soit Screaming Frog, soit SEO Analyzer, qui est quand même un crawl super efficace et gratuit pour un site. Moi, je le recommande, SEO Analyzer, à tester. Si je devais en recommander qu'un, ce serait la Search Console, parce qu'il y a beaucoup d'informations, à la fois techniques, voilà, enfin, ça donne un état de santé du site, il y a pas mal de choses à faire avec la Search Console, si je devais en citer qu'un. Et évidemment, je citerai aussi un autre qui est Screaming Frog, parce que accessible à toutes les bourses, et surtout un outil global aussi qui vient compléter largement la Search Console et qui est très bien pour avoir une idée de ce qui va ou ce qui ne va pas sur le site. Rapidement. Alors, c'est très simple, là, la réponse, parce que j'ai ma plateforme My Ranking Metrics avec l'outil principal qui est RMTech, qui est d'ailleurs complété par d'autres outils pour faire des audits des sitemaps ou de la pagination. Et ce sont d'ailleurs des analyses qui existent quasiment pas ailleurs sur le marché, en tout cas pour ces détails-là. Bon, à part la plaisanterie, parce que c'est mon propre outil. Pourquoi ? Parce que en fait, ces outils sont faits pour faire gagner beaucoup de temps. C'est quelque chose qui est commun à tous les SEO, qu'ils soient prestataires ou pas. Et en fait, le but, c'est que les données qui sont fournies, en fait, vont nous aider, vont fournir des insights, des idées de recommandations, d'optimisation. Et particulièrement, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir savoir en 3 minutes sur un nouveau site que je découvre, et pourquoi pas même en prospection ou en réponse à une demande de devis, de connaître l'état de santé SEO du site. Donc, en gros, je sais déjà combien il a de pages, mais surtout comment elles sont faites. Est-ce qu'elles ont un potentiel d'optimisation ? À quel niveau ? Et puis, est-ce qu'elles sont… alors, si j'ai accès aux données Search Console, est-ce qu'elles sont efficaces ? Voilà. Donc, tout ça, c'est donné dans la partie synthèse d'un rapport RMTech. Et d'ailleurs, on peut même en profiter en version freemium avec un pré-audit qui est offert. Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est développer des algos qui vont aller un petit cran plus loin que les données classiques que j'ai, par exemple, dans Screaming Frog. Typiquement, Screaming que j'utilise depuis qu'il existe, et encore aujourd'hui. Mais typiquement, avec des algos comme… les principaux, ça va être Quality Risk et Page Zombie. Voilà, c'est les deux qu'on a inventés. Eh bien, ils me font gagner, je dirais, plusieurs heures par audit de site par rapport à si je devais essayer de les refaire avec les données exportées de Screaming Frog. Screaming Frog pour le on-site, c'est Observer pour le off-site, SEMrush et Yoda Insight pour visibilité. Mauvais taille d'image, trop de choses sur la page. Mal configuré, pack et pack, c'est un ensemble en fait.
Si tu fais, prends la guideline, c'est bien. Tu vois, prends la guideline Google, déjà, tu seras... Oui, j'ai un outil que j'adore qui est très très cher, qui coûte énormément d'argent, ça s'appelle la Search Console. C'est mon outil préféré d'aller fouiller dedans et Google nous donne tout en fait dans la search, quoi. Donc il faut vraiment en abuser. Pour le maillage interne, donc la même chose. En fait, j'en ai parlé en conférence avec Romain justement. Pour moi, c'est faire un maillage interne lié avec le netlinking, c'est-à-dire faire du contenu info autour de ton article que tu as envie de promouvoir, ton article qui va te rapporter de l'argent, et faire du netlinking sur tous tes articles informationnels qui sont autour de ta money page. Et en fait, ça va permettre de faire un maillage interne assez puissant avec des encres optimisées, plus un netlinking externe qui va pousser toutes ces pages informationnelles. Et pour moi, ça, c'est une stratégie que j'utilise énormément et qui m'aide beaucoup à passer devant la concurrence. Maillage interne. En fait, c'est pas dur quand j'ai fini de définir un mot-clé par URL. Une fois que j'ai défini un mot-clé par URL, je vais aller voir sur ce mot-clé les URL qui se positionnent. Je vais aller checker 5 ou 6 sources que je trouve vraiment pas mal. Et ces sources, je vais regarder sur chaque URL de chaque source, sur quel mot-clé elle se place. Et si je vois qu'il y a des correspondances, c'est-à-dire des mots-clés similaires proches où c'est la même URL qui se place, je vais définir plusieurs mots-clés par URL parce que je sais qu'en fait, une URL aura tendance à se positionner sur plusieurs mots-clés parce que Google considère que ces mots-clés sont le même résultat. Par exemple, qu'est-ce que je peux te dire ? Perte de cheveux et calvitie, c'est souvent des mots-clés où il y a le même résultat en fait. C'est-à-dire que tu vas dire solution perte de cheveux et tu vas voir que tu mets solution calvitie et souvent tu as des URL très très proches qui vont sortir. Pour une page, plutôt que de faire 2 pages, je vais prendre une seule page et je vais dire cette page-là, elle sera pour perte de cheveux et pour calvitie par exemple. Et dispatcher à valeur égale mes liens internes sur des encres en multipliant et calvitie et perte de cheveux vers la même page. Okay. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ma best practice pour du on-site puissant. On est vraiment que dans le on-site, c'est ça. Ensuite, parfaitement bosser son title H1 et le premier H2, pour moi, c'est juste la base. C'est essentiel, primordial. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir je réfléchis, mais bien sûr, l'optimisation sémantique. L'optimisation sémantique, même si je ne suis pas non plus un gros consommateur de ça, parce que ça demande vite énormément de ressources, temps, de devoir faire des contenus, plus ensuite les réoptimiser, etc. Donc, s'il y a un petit coup sur TextGuru, pourquoi pas. Mais attention, pour moi, une des best practices, c'est surtout de réfléchir, en fait. Parce que si on met trop le nez dans les outils, on va faire quelque chose qui ne sera que outil-friendly. Je recommande, c'est de faire le plus simple possible les sites. C'est éviter tous les gadgets, retirer tout ce qui ne sert à rien. Quelque chose est beau quand il n'y a plus rien à enlever. Ensuite, faites en sorte qu'il soit facile à crawler. Faites une structure en arborescence, avec des liens en dur. Comme ça, les robots ils peuvent facilement trouver. Et aussi, travaillez vraiment sur la mise en cache. C'est-à-dire que vous devez faire un minimum d'accès à des sites externes et à votre base de données. Plus ça sera concentré dans votre site et plus ça sera rapide et mieux ça sera. La première chose, en fait, c'est déjà de s'assurer, avant de parler de puissance, c'est de parler de visibilité. Et aujourd'hui, en fait, de la visibilité, c'est de se dire, est-ce que toutes mes pages qui sont essentielles sur mon site web, elles sont, indexées, 2, est-ce qu'elles commencent déjà un petit peu à pointer le bout de leur nez, tu vois, de se dire, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, une page importante, même si elle est loin, parce que je ne l'ai pas poussée encore en maillage de manière assez intense, en maillage interne, je n'ai pas du tout attaqué en fait la partie backlink, et donc déjà de voir un petit peu les premiers signaux, de voir tout de suite si ça commence à être une page qui commence à choper un peu du keyword un peu longue traîne. Donc moi, ça, c'est une partie, en fait, déjà qui me permet de me dire, est-ce que ma page est bien construite ? Quand elle commence à pointer un peu le bout de son nez, même si elle est un peu loin, il y a des indicateurs qui nous disent, OK. Après, une fois que maintenant, j'ai défini, en fait, mes pages essentielles, les cœurs de mes pages stratégiques, là, pour avoir un SEO on-site puissant, ce qui va nous permettre, en fait, de diffuser et de pousser, c'est le maillage. Donc, ça va être de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, mon maillage est suffisamment bien travaillé ?
sémantiquement? Est-ce que ça glisse avec du glissement sémantique? Voilà, donc c'est plutôt ça en fait que moi je vais regarder. Dans la Search Console, les liens internes. Souvent, on a une idée du maillage interne, comment il a été fait, s'il est bien respecté ou pas terrible. Ensuite, regarder les contenus par rapport au premier. Qu'est-ce qui est différent par rapport à nous et qu'est-ce qu'on peut ajouter? Et oui, c'est peut-être la dernière touche, c'est qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport aux autres? Parce que copier, c'est bien, mais être meilleur, c'est encore mieux. Donc, lever les problèmes techniques, tout ce qui est canonical href, blocage de robots, enfin bref, les paramètres passés, enfin, tous les problèmes techniques, ça c'est le 1, c'est une racine, mais c'est important, hein, sans ça ne fonctionne pas bien. Travailler sur les intentions de recherche, ça me semble aussi important. Des fois, voilà, on n'est pas pertinent. Et surtout, un troisième ce que j'appelle le fine-tuning des pages principales et des requêtes principales, c'est-à-dire aller vraiment travailler à la page, comme pour faire une redite, c'est-à-dire travailler tes titles, tes HN, donc H1, H2, etc., travailler ta sémantique de la page, ta structure, une structure. Donc pour ça, il faut regarder vraiment ce qu'attend Google. Est-ce que ça correspond à la structure attendue? Des fois, en changeant un paragraphe, en le mettant en bas, on change des résultats. Tu vois, la construction de la page, comment elle est construite, ça, c'est pour moi très important, ce que j'appelle le fine-tuning. C'est long, c'est fastidieux, mais c'est efficace. Bon, sur le on-site, moi, j'utilise donc toujours mon outil principalement. D'une manière générale, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de profiter de certains quick wins. Donc, des optimisations à la fois assez simples à mettre en place, mais rentables. Globalement, je vais combiner deux métriques. Je vais combiner le potentiel d'amélioration du SEO d'une page. Donc ça, c'est facile à identifier avec mon indice quality risk. En gros, est-ce que je lui ai donné toutes les chances ou pas encore à ma page? Je veux dire, si elle est en profondeur 5, je sais que j'ai un levier puissant d'optimisation si je réduis sa profondeur. Et puis aussi, qu'il y ait des pages qui fonctionnent déjà un minimum correctement dans Google. Donc, pour ça, vous pouvez très bien prendre des métriques de Search Console. Par exemple, le nombre d'impressions ou de clics. Déjà, ça dit si Google il aime la page. Mais si vous combinez les deux, eh bien, vous trouvez des quick wins assez sympas. Deuxième conseil, moi, j'aime bien faire du nettoyage. Nettoyer mon site, mais pas pour virer les mauvaises pages, les fameuses pages zombies, mais en fait pour les transformer en bonnes pages. Et c'est pour ça, quand j'ai déjà identifié ou travaillé des pages qui marchent bien sur mon site, sur un site donné, eh bien, ça inspire pour savoir quoi faire sur les autres qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Et en fait, on corriger une page non performante pour la rendre performante, ça c'est des points que j'aime bien faire. Et puis surtout, je t'ai déjà peut-être dit, mais moi j'aime bien tester, j'aime bien mesurer les choses, j'aime bien avoir des process, voilà. Et donc, surtout aussi pour prouver aux clients qu'on a fait bien le boulot, c'est important dans la transparence en fait. C'est pas juste crois-moi, c'est bien. Non, j'apporte des chiffres. Donc, on fait un test, on fait une action possible, on le mesure. Voilà. Donc, voilà, ça c'est facile à faire. Et c'est ce que je conseille de toujours appliquer. Indexabilité, il faut que ce soit indexable. Il faut que tu concentres la valeur de ton PageRank interne au bon endroit. Donc sur les pages stratégiques qui doivent se positionner sur les requêtes les plus concurrentielles. Et donc, tu aboutis forcément à un travail sur la structure et la circulation du PageRank interne. Et puis, clairement, des bonnes titles. Voilà, pas d'autre chose. Oui, alors je travaille toujours sous forme de cluster. On dira aussi cocon sémantique, même si c'est des petits sites. Donc, j'essaye vraiment de sélectionner des sujets qui sont connexes et qui ont un glissement sémantique, encore une fois, entre eux. Je travaille vraiment mon maillage interne à fond. Je fais des beaux contenus, voilà. Et puis, surtout, je choisis des requêtes, donc des titles qui sont accessibles au vu de mon site. Si j'ai un 20 IPRF ou un 300 IPRF, je ne vais pas viser les mêmes requêtes, mais je n'essaye pas de viser assurance auto ou pompe à chaleur sur un tout petit site. Je vais plutôt aller chercher de la longue traîne ou des people also ask ou des suggests. Mais voilà, des titles accessibles, des beaux contenus, un maillage interne aux petits carrés, aux petits oignons.
Et surtout des backlinks en interne, pas que vers la home, mais aussi venir pousser mes contenus avec du netlinking, même si c'est des URL profondes. Pour moi, la chose à ne pas faire, mais ça dépend évidemment quel site tu bosses en fait. Moi, en tout cas, sur un site client, la chose à ne pas faire, c'est de trop s'éparpiller sur les contenus. De trop s'éparpiller à vouloir faire du blogging, à aller taper de partout, et en fait de perdre ses pages de vente principales. Pour moi, ça c'est dangereux. Parce que bien sûr, plus il y a de pages, plus tu dilues et plus tes pages principales, elles peuvent perdre en puissance. Enfin, moi, ça, j'aime pas trop. Donc, pour moi, la chose à ne pas faire, c'est se perdre tout simplement dans son plan. Donc, pour moi, un bon SEO on-site, la première base, c'est de se faire un plan hyper chiadé, même si on y passe 3 jours, de contenu, de maillage, de tout ça. Et normalement, ce plan-là, tu dois le suivre pendant au moins 3 ans. Okay. Mais en gros, moi, quand je vais bosser une thématique, en 2 jours, je vais te faire un plan de 250 pages, on va dire, mais hyper bien foutu. Après, pour chacune de ces pages, tu te fais un plan intérieur de ton contenu et tu ne dois pas en sortir. Et en fait, ce truc-là, ça sera ta roadmap pour les 2 ans à venir, tu vois. Et si c'est bien fait, tu n'as plus à réfléchir. Après, quand tu envoies du contenu, tu suis ton plan. Et tu n'en sors pas. Alors, ce que je conseille vraiment de faire en SEO on-site, ça va être d'ajouter des gadgets qui sont inutiles juste pour faire beau ou des fonctionnalités annexes qui ne servent pas vraiment à grand-chose. Et aussi faire la chasse aux titles en double. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Évitez de mettre des titles en double dans votre site. Autant auparavant, on pouvait être très agressif dans le maillage interne. On pouvait être très agressif dans le maillage interne. Aujourd'hui, il faut l'être un petit peu moins. Qu'à une époque, mais pareil, il faut essayer d'être naturel en fait. Des choses qu'on peut des choses qu'on peut voir de temps en temps, mais voilà, il y a rien. Les choses à ne pas faire en SEO, c'est ça, c'est quand quelqu'un par exemple a indexé la pré-prod et que tu mets ton site en ligne en prod et que tu te retrouves avec toute ta partie pré-prod qui est déjà indexée en fait, et du coup, quand tu viens de mettre ta prod derrière, tu es en train de faire des redirects 301 page à page en fait vers ta prod, ou tu vois, ce genre de truc. Bon, c'est des petites conneries que j'ai déjà vues en fait. Mais bon, après, nul n'est parfait. Et puis on peut très bien, pour une raison X ou Y, en fait, passer à côté d'un truc et voilà. En mauvais lien, je dirais que c'est des liens un peu spammy, commentaires avec une encre bien dégueulasse. La chose à ne pas faire, c'est faire du linking externe vers un article concurrent. Ça, c'est des personnes qui le font souvent et j'ai des rédacteurs qui le font. Et c'est une énorme erreur, c'est-à-dire tu as un article sur les pompes à chaleur et tu vas faire un lien vers un autre article sur les pompes à chaleur. C'est donner de la puissance à tes concurrents. Et si tu débutes en SEO, je pense que c'est bien de le savoir, de jamais faire un lien externe vers ton concurrent direct. Il y a plusieurs choses, mais ce serait de faire confiance uniquement aux outils, de ne pas faire confiance à son bon sens et ne pas regarder la SERP. Donc, il faut regarder la SERP. Ne pas regarder la SERP et foncer tête baissée, ça ne fonctionne pas. Et une autre chose à ne pas faire, c'est de créer des pages pour créer des pages, c'est-à-dire créer des pages très proches les unes des autres au niveau de l'intention visée. Je te donne l'exemple de poker gratuit et poker gratuit en ligne. Avant, on créait 2 pages. Aujourd'hui, on n'en fait qu'une. Voilà, je te donne un autre exemple, prêt immobilier, crédit immobilier, pour moi c'est la même intention, c'est la même requête, on ne va pas créer 2 pages, alors que, bon, tu vois, ce serait ça aussi, mon second conseil. Quelque chose que je remarque très souvent, en fait, sur des sites assez gros, on va dire, hein, disons quelques centaines de pages minimum ou quelques milliers, c'est de croire que la pagination est une bonne solution. Et de ne pas se soucier du tout du maillage interne. On se dit, non, c'est bon, j'ai la pagination, ça va. Non, c'est pas du tout le plus efficace. Et c'est facile d'ailleurs, une fois de plus, de le démontrer. Donc, une façon de voir les choses pour un site donné, hein, pour savoir s'il y a besoin d'améliorer ce système et de ne pas utiliser uniquement de la pagination, c'est de regarder s'il y a une espèce de corrélation entre le nombre de liens entrants internes d'une page et le trafic qu'elle arrive à générer. Normalement, vous devriez voir que souvent, quand même, les pages qui ont un seul lien interne entrant, elles ont une performance quasiment nulle, minable.
et que plus vous mettez de liens vers elle, plus elle va marcher. Sauf qu'il y a des limites. Et au bout d'un moment, ça ne change plus grand-chose. Mais passer de 1 ou 2 liens à 5 ou 10, normalement, vous devriez voir que ça change beaucoup les choses. Et d'ailleurs, vous en profiterez pour varier les encres dans les liens internes. Parce que là aussi, c'est assez incroyable quand on a accès à plein de… Moi, j'ai accès à des milliers d'audits pour voir d'une manière agrégée s'il y a une corrélation, quoi. Et c'est incroyable. Les gens, ils ne s'imaginent pas à quel point c'est efficace, en fait, de varier les encres des liens internes. Les liens nofollow, c'est de la merde. Au-delà de ça, hein, quelle est la chose à ne pas faire en SEO on-site? Ne pas avoir de stratégie mot-clé. Mauvais taille d'image, trop de choses sur la page, mal configuré, un Kepak. C'est un ensemble, en fait. Si tu fais… prends la guideline et c'est bien. Tu vois, prends la guideline Google, déjà, tu Le pire, à mon avis, c'est de faire son maillage interne avec des plugins qui décident pour vous. Le pire, c'est de ne pas faire de maillage interne et de laisser Google se débrouiller. Google a besoin de ces liens dans votre site. Même le lecteur, c'est utile pour l'internaute de voir qu'il peut cliquer, de voir que vous avez rédigé d'autres articles. Et aujourd'hui, sur le marché, je ne connais pas de plugins WordPress qui font ça de manière impeccable. Donc, je le fais à la main. C'est la fin de cette vidéo. Si le format vous plaît et que vous avez appris quelques bonnes pratiques, pensez à liker la vidéo et à nous donner votre avis en commentaire. Si vous souhaitez qu'on aborde des sujets en particulier dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas tout simplement à nous le mentionner. Je remercie une nouvelle fois tous les intervenants qui ont répondu présents pour ce format. Retrouvez les liens de tous les experts en description de cette vidéo, ainsi qu'un lien pour obtenir l'intégralité gratuitement du SEO Talk. C'était Romain Pirotte, expert et formateur SEO pour le SEO Talk. On se dit à très vite. Ciao.